San. Avec Ja Oil, gagnez plus de carburant, roulez plus longtemps, ne perdez plus de temps. Ja Oil, moom rek sañ a def li. RFM 94. Merci d'écouter RFM Midi, le grand journal. Babacar Fall. À la une, des victimes ce midi, un adolescent mortellement agressé à Mbour, un accident de pirogue qui fait 2 morts en Casamance et la foudre qui tue 2 personnes dans le Fouta. Éducation, nous vous révélons ce midi les chiffres du premier tour du baccalauréat 2020. À quête de El Hadji Ndiogou Diène, 34% le taux de réussite. L'appel de Ngoné Ndour, le secteur de la musique face à la crise sanitaire. Ouvrez les salles de spectacle, lance la patronne de la maison de production Prince Art. Le grand journal sur RFM est le menu de l'actualité internationale qui sera présenté par Georges Déthié-Diop. Au Mali, démarrage ce matin des concertations nationales, discussions qui vont se poursuivre jusqu'à samedi à suivre dans ce grand journal. Le colonel Assimi Goïta. En Guinée-Bissau, fin de mandat pour la mission de la CEDEAO. Cérémonie officielle ce matin dans la capitale. Et à suivre également les sports, un journal présenté par Soda Cham. Transfert des joueurs dans les clubs sénégalais, que disent les textes? Réponse attendue de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Football en Europe, pas de conciliation entre l'international sénégalais Cheikh Ndoye et le club français Angers. L'ancien capitaine reproche au club la non-tenue d'une promesse d'embauche. Toujours dans la seconde partie de cette édition, à suivre Core News avec Sornona Tambaye et Point de vue. Le débat du jour, il porte sur l'état de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal qui est à la 2e place du classement mondial des pays qui gèrent mieux la maladie. Et d'ailleurs, le nombre de contaminations, elle baisse depuis quelques jours. C'est le grand journal. Bienvenue, bonjour à tous. Et d'abord, l'insécurité dans le pays, ce vol à l'arraché qui vire au drame. Cela s'est passé ce matin dans la ville de Mbour. 3 individus ont poignardé à mort un adolescent de 20 ans dans le quartier de Onkad. Les agresseurs ont ensuite emporté le téléphone portable de la victime, Abdourahmane Diallo. L'agression a eu lieu ce jour à l'aube au quartier Onkad de Mbour. Le nommé Omar Sow a été poignardé par 3 individus. Âgé de 20 ans, il était sans profession, mais il aidait son oncle qui est chauffeur. Son téléphone portable et son permis de conduire ont été emportés par les agresseurs. Le corps sans vie a été transporté à l'hôpital de Grand-Bourg par les soins de sa famille. Une réquisition a été délivrée au médecin légiste aux fins d'autopsie. Les résultats sont attendus ce jeudi. Le procureur du tribunal de grande instance de Mbour a été informé du fait. La police de Mbour a ouvert une enquête et selon nos sources, elle est sur une bonne piste. Cette agression mortelle a encore une fois de plus poussé les populations à interpeller les autorités. Selon elle, le manque de sécurité règne dans certaines localités du département de Mbour. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. Et cet accident de pirogue sur le fleuve Casamance la nuit dernière, bilan 1 mort et 1 blessé grave. La correspondance de Lamine Ba. L'état dans lequel se trouve le corps sans vie du pêcheur de 40 ans et le blessé, présentement en soins intensifs, renseigne sur la violence du choc entre les 2 pirogues en mer. Les recherches entamées dans un premier temps par les pêcheurs n'ont rien donné. Ce sont les sapeurs-pompiers qui vont sauver le blessé agrippé à la mangrove et récupérer le corps sans vie. Ce matin, il y avait du monde au quai de pêche de Boudodi, point de ralliement de parents et badauds à l'annonce de la nouvelle. Fodessène et Marailleurs, nous l'avons trouvé sur place. Ils ont quitté ici vers 18h pour aller en mer, mais c'est vers le coup de 3h du matin qu'on nous a fait signe qu'ils ont fait un accident avec une autre pirogue, comment dire les grosses pirogues. Lorsqu'on nous a mis au courant de cela, j'ai dit aux enfants de prendre une autre pirogue pour aller essayer de le voir. Mais malheureusement, ils ont cherché toute la nuit, mais ils ne l'ont pas vu. C'est vers les coups de 7h du matin qu'on a appelé les sapeurs-pompiers. Ils sont partis avec les gosses. C'est eux finalement qui l'ont récupéré. Il y a un autre aussi qui était avec eux. Lui, c'est l'hélice du moteur qui a pulvérisé son bras. Actuellement, il est à l'hôpital régional de Ziguinchor, en soins intensifs en tout cas. C'est comme ça que ça s'est passé, l'accident. Ce sont des accidents qui sont très récurrents en ce moment. C'est le 2e du genre en l'espace de quelques semaines, explique notre interlocuteur. Cette année, je pense que c'est le 2e accident que j'ai entendu. Oui. Nous nous sommes renseignés sur l'état de santé du blessé. On nous a fait savoir que sa vie est hors de danger, mais que l'un de ses membres supérieurs serait sérieusement endommagé par un moteur de pirogue.
Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Un mort donc dans cet accident de pirogue sur le fleuve Casamance, pour être précis. Et puis la foudre qui fait des victimes dans le Fouta, au nord du Sénégal, dans la région de Matam. 2 personnes tuées, 3 autres blessées, nous dit Ali Bandeliang. Diariba, 45 ans, épouse du chef de village de Medina Gallo, et Yaya Mamadou Sow, un enfant de 4 ans. Les 2 sont morts foudroyés pendant la dernière forte pluie. Ces 2 victimes se trouvaient dans une case au village de Wendouidjoui, commune de Ndendori, département de Kanel, dans sa partie sylvopastorale du Ferlo. La femme de 54 ans et 2 de ses filles étaient, elles, plus chanceuses, car s'en sont retrouvées avec des blessures. Mais pour parcourir une distance de 50 km, rejoindre le poste de santé le plus proche, celui de Sinthiou-Bamambé, les blessés et leurs secouristes sont restés 17 heures, suffisant pour comprendre les dures conditions de déplacement dans cette zone du Ferlo, coupée du reste du pays depuis la tombée de la première pluie. À retenir que dans le chapitre des dégâts causés par ces fortes pluies, le gouverneur de la région de Matam sillonne en ce moment le Dandemayo, où des centaines d'hectares sont menacés d'inondations. Au moment où on continue de recenser les sinistrés des inondations à Ourossogui, à Sinthiou-Bamambé et à Orkadiéré. Matam, Ali Bandelnia, RFM. D'autres victimes des intempéries, et voilà 5 jours qu'elles attendent. 5 jours que le plan Orsec, plan d'organisation des secours, est déclenché par le président de la République pour faire face aux inondations. Seulement voilà, le dispositif tarde à être installé dans plusieurs zones sinistrées. L'exemple à Rufisque, où des victimes et des autorités municipales crient à l'urgence. Abdou Diouf Diagne. Dans la commune de Rufisque-Ouest, seules 2 citernes sont mobilisées pour libérer les centaines de maisons prises d'assaut par les eaux de pluie. Le maire, qui est dépassé par la situation, attend toujours le démarrage du plan Orsec. Ali Oumar. Il n'y avait pas d'inondation dans la commune de Rufisque-Ouest, mais quand même avec la cité Cyprès, c'est véritablement un cas d'école d'inondation. Nous souffrons vraiment de ce cas-là. Ce que nous souhaitons avoir, c'est avoir des ouvrages qui viendraient du plan Orsec et qui vont nous permettre en tout cas de ne plus parler d'inondation. L'attente semble être longue aussi du côté des habitants de Koloban 1. Vu le nombre très élevé de maisons submergées par les eaux de pluie, ils minimisent le plan national de gestion des inondations mis sur pied par le préfet Daouda Diouf. À Diamniadio, beaucoup de quartiers sont coupés du reste de la commune. Le chef des services techniques de la mairie demande l'intervention de l'APROSI, l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, pour désenclaver les quartiers situés non loin du pôle urbain à Ronangom. La situation de Diamniadio qui est assez préoccupante, c'est le lieu aussi de lancer un appel au directeur général de l'APROSI pour lui demander quand même de prendre en charge le financement des travaux de cette route, qui non seulement défaire cette zone industrielle, mais également défaire les populations qui habitent dans le lotissement de Ndiam. Pour le recensement des sinistrés, des fiches sont envoyées au maire du département. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Et les promesses d'Ali Ngouille Ndiaye à la ville de Thiès, où les eaux pluviales ont envahi plusieurs quartiers. Le ministre de l'Intérieur, qui était en visite hier, a promis aux sinistrés des solutions. Sur place, on se veut prudent, cher Anta Diop. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, lors de son passage à Thiès, a fait des promesses pour régler définitivement le problème des inondations à Thiès. Les solutions seront trouvées très rapidement parce qu'a priori, tel que j'ai vu, techniquement, c'est pas difficile. Mais sur les lieux du sinistre, les avis sont partagés. Certains sont optimistes. Le ministre de l'Intérieur, hier, il a été là vers 17h, comme il l'a fait dans les autres quartiers. Il a constaté tous les dégâts. Il les a notés, peut-être qu'il va les rapporter au président de la République. Vraiment, nous avons confiance parce que c'est l'institution qui nous intéresse. Le statut du ministre de l'Intérieur pour le plan OSEC, la commune de Thiès va bénéficier de 3 milliards pour démarrer les travaux. Donc c'est ce que nous attendons en urgence. Parce que d'autres ministres étaient là il y a des années. Tel que Khadim Diop, ministre des Inondations, il a fait des visites, il n'y en a absolument rien tout. Tandis que d'autres attendent d'abord la concrétisation avant de porter un jugement. On attend de voir plus clair, c'est la seule solution. Il y a beaucoup de promesses. Il faut des canalisations, il faut curer les égouts. Parce que c'est le ministre qui l'a dit, il s'est déplacé pour venir à Nguent et nous proposer tout cela. Et à Kausara. Donc on est là, on attend ces promesses urgentes. La cause est bien entendue et les Thiessois attendent avec impatience le début des travaux du canal d'évacuation des eaux pluviales.
RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Les inondations côté politique. Le ministre chargé de la communication de la présidence de la République et par ailleurs porte-parole de l'APR répond à l'opposition qui réclame l'audit des fonds investis dans la lutte contre les inondations. Seydou Gueye souligne que ce débat doit être posé à l'Assemblée nationale. Mais il se dit contre toute polémique sur la question des inondations. Seydou Gueye, l'invité de RFM Matin aujourd'hui. Je pense que ne rien faire et commenter, c'est la chose la plus facile. Nous qui sommes engagés dans l'action, nous avons des préoccupations. Des préoccupations qui sont l'efficacité de notre action. Et sur la base des équipements qui ont été réalisés, l'efficacité est incontestable puisqu'on peut constater que là où il y a eu des équipements tels que je viens de les annoncer, la durée de la stagnation des eaux a été réduite. On a réglé beaucoup de problèmes. Mais nous avons un pays qui a été structuré du point de vue de l'assainissement à 3 niveaux. Il y a des localités où il y a des équipements très efficaces d'assainissement. Dans d'autres localités, il y a des équipements sommaires. Et pour la plupart des localités du territoire, il n'y a pas d'équipement d'assainissement. Un audit est toujours de rigueur quand on confie des ressources à des managers, ministres, directeurs. C'est un outil qui aide à la gestion. Mais il y a mieux. Ils ont le loisir, puisqu'ils sont parlementaires pour la plupart, d'aller consulter d'abord les lois de règlement sur la période. Ils auront des informations en attendant que l'évaluation soit faite par le pouvoir exécutif. Ils ont également la prérogative au niveau de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, de mettre en œuvre les mécanismes qui permettent de ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut éviter toute polémique. Ce n'est pas à la hauteur des souffrances des populations et ce n'est pas à la hauteur de la dignité et de la compassion qu'on attend d'acteurs qui prétendent tous agir au nom des populations. Seydou Gueye. Merci d'écouter le grand journal sur RFM midi et 12 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Un nouveau jour sans décès, touchons du bois. Le bilan de ce jeudi sur la progression du coronavirus au Sénégal. Les autres chiffres, 48 nouvelles infections sur 933 tests. Le docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 933 tests réalisés, 48 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,14%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 27 cas comptés par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 20 cas issus de la transmission communautaire répartis entre quartiers ou localités que je m'en vais vous citer. Dakar Plateau en a 2, Fann 2, Guédiawaye 2, Mariste 2, La Médina 2, Parcelles Assainies 2, Bentali 1, Cité Keur Gorgui 1, Diofior 1, Keur Massar 1, Mermoz 1, Ouest Foire 1, Point-E 1 et Rufisque 1. 31 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 9 septembre 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 14 150 cas ont été déclarés positifs, dont 10 207 guéris, 293 décédés et donc 3 649 sous traitement. Les conséquences économiques de la crise sanitaire du coronavirus, ils étouffent. Ils disent même qu'ils sont au bord de l'agonie. Les acteurs du secteur de la musique ne supportent plus l'interdiction de spectacles décidée par les autorités en raison de la situation sanitaire. Ils appellent alors à la levée de la mesure. Un appel lancé par Ngonde Ndour, la patronne de la maison de production Prince Art. C'est vrai que l'État du Sénégal a fait un effort par rapport au fonds Force Covid-19 où il a alloué des aides aux artistes, mais ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement qu'on nous ouvre les salles de spectacle en nous imposant des mesures barrières parce qu'on est assez responsable quand même pour ne pas exposer les gens. Et on a joué un rôle très 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 important dans la communication sur la sensibilisation de cette maladie au Sénégal. Je pense que quand même il est temps qu'on nous dise qu'est-ce qu'on doit faire de ce métier-là
On ne peut pas continuer à attendre. Ça fait quand même 7 mois et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, la relance va être hyper difficile pour... Ngonendour, la crise du coronavirus qui a tout chamboulé, les exemples de l'année scolaire et de l'année académique dans les universités. Justement, il y a 10 jours, le 1er octobre dernier, la reprise graduelle dans l'enseignement supérieur. Retour à l'université Cheikh Anta Diop à la faculté des lettres et sciences humaines. Constat, les cours n'ont toujours pas repris. Un reportage de Salimata Ao. Licence qualification. Des étudiants qui viennent d'arriver à la faculté, ils vérifient leur nom sur les listes de codification. Plus d'une semaine après la reprise des cours, ce n'est pas le grand rush. Pour le moment, seuls les étudiants qui doivent passer leurs examens occupent les amphithéâtres. Mabousso Cham, étudiante. Il y a la licence 3, la licence 2 et la licence. Les cours n'ont pas démarré ici. Il y a des cours qui ont repris timidement. Il y en a qui font leurs examens ce lundi. Pour le moment, le campus il est ouvert, mais nous n'avons pas accès aux amphis parce qu'on veut respecter les mesures barrières et on ne veut pas rassembler tous les étudiants en même temps. On veut une reprise globale, mais bon. Il y a des étudiants qui viennent, qui font leurs cours et qui préparent leurs examens. Passer des examens sans faire de cours, c'est ce que déplore Ousmane. Selon lui, il faut revoir cette reprise. Ça ne se passe pas bien actuellement. Pourquoi? Parce que depuis lors, on n'a pas commencé. Même moi, j'ai examiné le 15. Et jusqu'à présent, on n'a pas fait cours, on n'a rien fait. Et ils veulent nous, les passer les examens, quoi. Et c'est anormal, Travailler 30 crédits et on n'a pas fait cours, ça n'a pas de sens, quoi. Un dispositif de lavage des mains devant les amphithéâtres. Mamadou Diallo estime que le respect des gestes barrières a impacté la reprise des cours. L'installation des barrières qui vont permettre aux étudiants de se rincer les mains et tout. Et les mesures aussi pour accueillir les étudiants parce que ce n'est pas facile. À l'université Cheikh Anta Diop, l'heure est aux révisions pour les examens, mais aussi à la codification. Mais beaucoup d'étudiants fustigent le manque de communication. Selon eux, ils errent dans l'espace universitaire sans savoir quoi faire. L'UCAD et les autres universités publiques qui vont accueillir de nouveaux pensionnaires. Il s'agit des candidats qui ont réussi au premier tour du baccalauréat 2020 et en attendant le tour de rattrapage, le second tour. Combien sont-ils ceux qui sont passés au premier tour? L'enquête de RFM. Voici le chiffre. 23 à 24% des candidats ont réussi le bac au premier tour. Et la Junior Goudienne. Malgré un arrêt des cours de plus de 3 mois dû à la pandémie du coronavirus et des perturbations liées à des grèves des syndicats d'enseignants, les résultats du bac 2020 sont meilleurs que ceux des années précédentes. 23 à 24%, c'est le taux de réussite enregistré pour le bac général et le bac technique confondus, contre 15% l'année dernière. Le taux de candidats devant passer le second tour est estimé à 34%. En outre, ils sont au total 3135 élèves à avoir décroché leur premier diplôme universitaire avec la mention. Ces admis avec mention sont répartis comme suit: 46 mentions très bien, 454 mentions bien et 2635 mentions assez bien. Ces résultats font espérer que le baccalauréat de cette année peut atteindre voire dépasser les 50% de réussite, un taux qui n'était plus atteint depuis des décennies par l'école sénégalaise. L'année dernière, le taux de réussite globale était de 37%. Passé le premier tour, les épreuves du second tour ont démarré ce matin pour le bac général, alors que le bac technique, lui, démarre son second tour à partir de demain vendredi. Des cas de triche ont été enregistrés cette année à Dakar, à Guédiawaye, à Thiès et à Goudiri. Dans cette dernière localité citée, à savoir Goudiri, des élèves ont été d'ailleurs arrêtés et placés sous mandat de dépôt hier. Ils se partageaient les épreuves corrigées à travers le réseau social WhatsApp. Et là, l'éducation toujours, le G20, un regroupement de syndicats de l'enseignement. Mais le G20 va tenir un sit-in demain devant le siège du ministère de la fonction publique. Ces syndicats dénoncent les lenteurs administratives et les lenteurs administratives et l'affaire des pensions et autres rappels qui figurent parmi leurs revendications et depuis plusieurs mois maintenant. Le coordinateur du G20, Mamadou Tamba, au téléphone avec Elach Ndiogoudienne.
Les motifs sont des motifs relatifs aux lenteur administrative dans la production des actes relatifs à la carrière des enseignants. Nous avons aussi également le cas de la question l'enseignante de la surimposition des maigres rappels et salaires des enseignants, mais également aussi le souhait de la modification du décret 74-347 du 12 avril 1974. Nous avons également aussi la question du système de rémunération des agents de la fonction publique. La question également aussi du gel du prêt-d'MC, l'augmentation substantielle du budget du préscolaire de 1A, plus de au moins à 5%. Nous avons également aussi des questions qui sont relatives au paiement, à la diligence du paiement, des rappels, de la mise en solde, donc des aliments dans différents cas de figure, de reclassement, de validation, mais également d'intégration des enseignants. Parmi ces questions, il y a également aussi qu'il faille soulever qu'aujourd'hui, l'ampleur qu'a prise les surimpositions sur les rappels des enseignants est aujourd'hui inqualifiable. D'autant plus que l'État semble retirer d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Le sitting d'abord est une des actions que nous allons mener. Au-delà de ce sitting, il y aura d'autres actions. Si maintenant il n'y a pas de réponse, à l'échelle des réponses quand même acceptables de la part de l'État. Midi et 21 minutes et les tout premiers mots du tout nouveau directeur du commerce intérieur au ministère du Commerce. Nomination hier en réunion du Conseil des ministres. Omar Diallo, qui était jusqu'ici le chef du service régional du commerce de Dakar, il dit qu'il est conscient des priorités qui l'attendent, notamment la modernisation des marchés, l'assainissement du secteur de la boulangerie, entre autres. Il s'est confié à Awambaye il y a quelques minutes. Vous me permettrez de rendre grâce à Dieu d'abord, dire merci à M. le Président de la République et Mme le ministre du Commerce. Par rapport aux attentes des consommateurs, de manière générale, des citoyens sénégalais, c'est lié un peu à la transversalité de nos compétences. Parce que qui dit commerce, dit consommation, et qui dit consommation, dit tout ce qui est lié à la protection du pouvoir d'achat du consommateur, à la protection de la sécurité sanitaire du consommateur, donc qui est lié au contrôle de la qualité des produits. De notre côté aussi, du point de vue de la prestation des services, nous avons énormément de défis, dont les facteurs les plus importants, c'est traduit à travers la cherté du loyer actuellement au Sénégal. Sur un autre plan aussi, du fait de cette transversalité-là, nous avons des objectifs prioritaires en matière de modernisation du secteur des marchés traditionnels sénégalais. Ne serait-ce que par rapport aux inondations récentes et par rapport aux incendies par-ci et par-là, le programme de modernisation des marchés défini par M. le Président de la République et confié à Mme le ministre Assane Diatta devient de facto une priorité du département. Mais comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous avons une surpriorité. C'est vraiment l'assainissement du secteur de la boulangerie avec comme corollaire l'objectif fondamental de livrer du pain de qualité aux consommateurs sénégalais et de livrer dans des conditions saines. RFM. L'actualité internationale. Journal international présenté par Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Babacar. À la une, le Mali et le démarrage ce matin des concertations nationales. Pour la bonne gestion de la transition, plusieurs acteurs, notamment les autorités religieuses, autres regroupements, se concertent à Bamako. La cérémonie a été présidée par le colonel Assimi Goïta, le président du Conseil national pour le salut du peuple. Le chef de la junte a appelé à un diagnostic sans complaisance de la situation au Mali. L'expression des aspirations légitimes de notre peuple pour une meilleure refondation de la nation. Cette refondation se justifie par la recherche d'une bonne gouvernance afin que les préoccupations des citoyens soient au centre de nos politiques publiques. La présente concertation est donc l'occasion pour les forces vives de la nation de discuter sur les préoccupations du moment et de l'avenir. D'une manière générale, il s'agit de diagnostiquer sans complaisance les maux qui minent notre système démocratique afin d'adopter les mesures urgentes et nécessaire. Je doute point l'esprit patriotique de tout un chacun afin que nous puissions adopter les bases des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de notre nation. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différends de côté et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible, créatif et solidaire où il fait bon vivre. Nous sommes condamnés à réussir pour les futures générations et nous resterons par la grâce d'Allah et par les bénédictions de nos anciens. Mesdames et messieurs, par ma voix, le peuple malien réitère ses remerciements à l'ensemble des amis du Mali pour leur appui et leur assistance constante. Je tiens à renouveler notre volonté de participer à la mise en place d'une architecture de la transition et cela dans le strict respect de la volonté du peuple malien.
Je ne saurais terminer sans adresser un remerciement particulier à l'ensemble des Maliennes et Maliens pour leur soutien total et indéfectible depuis le 18 août 2020. Les concertations nationales Babacar vont durer 3 jours, donc elles prennent fin samedi. Rappelez que la CEDEAO avait donné un ultimatum à la junte pour confier la transition à un président et à un premier ministre civil au plus tard le 15 septembre. Et la Guinée-Bissau maintenant, la fin du mandat pour la mission de la CEDEAO. La mission des soldats de l'ECOMIB se termine officiellement ce jeudi 10 septembre. Cérémonie à Bissau en présence du président Umaro Sissoko Embalo, du président de la commission de la CEDEAO Jean-Claude Cassibrou. Notez que le contingent togolais a quitté Bissau la semaine passée. Celui du Nigeria était en cours hier. Le départ des soldats sénégalais et burkinabés doit suivre. Hier, le chef d'état-major général des armées a été reçu en audience par le président Embalo. Le général Biram Diop à sa sortie d'audience. Nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons pu réaliser avec nos camarades d'armes des autres pays qui ont bien voulu envoyer des unités ici. Mais dans le même temps, nous avons le cœur un peu serré parce que nous allons devoir quitter un pays où nous nous sentons chez nous et où les populations ont fait preuve d'une grande hospitalité pendant tout le temps que nous avons servi ici, aux côtés des forces armées bissau-guinéennes. Comme vous le savez, le Sénégal a un accord de coopération, de défense et de sécurité avec la Guinée-Bissau. Cet accord date de 1975. Ma délégation et moi-même avons donc profité de notre visite pour rencontrer les plus hautes autorités militaires et civiles de la Guinée-Bissau et discuter avec elles de comment non seulement revisiter éventuellement cet accord, mais également voir dans quelle mesure tous L'ECOMIB, la force de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour la stabilité en Guinée-Bissau, a été déployée dans le pays après le coup d'État d'avril 2012 qui avait renversé le Premier ministre entre les deux tours de la présidentielle. Oui, le Premier ministre s'appelait Carlos Gomes Junior. La suite de ce journal international... décidément, le Liban toujours mal barré, un gigantesque incendie déclaré sur le port de Beyrouth et quelques semaines après, l'explosion meurtrière sur ce même port. L'incendie provient d'un entrepôt où sont stockés de l'huile pour moteur et des roues de voiture. L'incendie a semé la panique parmi les Libanais encore sous le choc de l'explosion meurtrière d'il y a 5 semaines. Et le bureau de coordination humanitaire de l'ONU qui fait le bilan des inondations dans la zone sahélienne. Près de 760 000 personnes touchées par les intempéries. Le Nigeria a enregistré 30 morts. L'État de Borno recense à lui seul 26 000 victimes. Le Niger a le plus souffert des inondations avec 330 000 sinistrés, 65 morts et 34 000 maisons détruites. Babacar. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour, d'un point de vue, il porte sur la progression de la pandémie de Covid-19 dans le monde, baisse des contaminations au Sénégal, mais également le pays qui est deuxième au classement mondial des nations qui gèrent le mieux cette maladie. RFM Sport. Les sports, le journal de Soda Cham. Bonjour Soda. Bonjour Babacar Fall. Le football, transfert des joueurs dans les clubs sénégalais. Que disent les textes? Prétexte l'affaire du joueur transféré de l'AS Pikine à Teungueth FC et que le club de la banlieue conteste. Les dispositions réglementaires, concernant donc les dispositions réglementaires de la Ligue sénégalaise de football professionnel sur le transfert des joueurs, l'instance rappelle les principes pour éviter les litiges entre clubs, mais aussi entre footballeurs et clubs. Shamseddine Diatta, membre de la Ligue sénégalaise de football professionnel que je vous propose d'écouter, on fait signe que l'élément n'est pas encore prêt, Babacar, mais comme vous l'avez dit, cette interview donc fait référence au transfert d'un jeune attaquant de l'AS Pikine vers Teungueth FC, un transfert qui pose problème. Les deux présidents même de ces deux clubs doivent se rencontrer ce jeudi. La suite, Soda, le football en Europe, l'international sénégalais Cheikh Ndoye et son club Angers étaient ce matin devant le conseil des prud'hommes d'Angers.
Pas de conciliation entre les deux parties. Pour rappel, l'ancien capitaine d'Angers, Cheikh Ndoye, reproche au club la non-tenue d'une promesse d'embauche. Plus de détails avec Koumba Sanjan Faye. Au lendemain du contentieux qui l'oppose à Olivier Piquet, ex-directeur sportif d'Angers, licencié il y a quelques semaines, Angers était de retour au Conseil des prud'hommes ce jeudi pour un conflit l'opposant à l'international sénégalais Cheikh Ndoye. L'ancien capitaine reproche au club la non-tenue d'une promesse d'embauche. Pour rappel, lors de son retour de prêt de Birmingham à Angers en juin 2018, Cheikh Ndoye avait signé dans le cadre de ce prêt une promesse d'embauche pour 2 saisons, à savoir 2019-2020 et 2020-2021 avec Angers. En 2018-2019, le milieu de terrain de 34 ans a disputé 27 matchs avant de se blesser gravement au genou en mars 2019 lors d'un match entre le Sénégal et le Mali. Le club n'a ensuite pas honoré cet engagement et le Sénégalais, qui n'a pas rejoué depuis, a décidé de saisir le Conseil des prud'hommes d'Angers. L'audience s'est tenue ce jeudi matin, mais il n'y a pas eu de conciliation. Les deux parties vont encore se retrouver au même endroit le 4 mars 2021. Après le foot, le basket, demi-finale play-off NBA, les Toronto Raptors qui arrachent un match, le match 7 face au Boston Celtics, l'équipe de Taco Fall. L'équipe de Taco Fall, après 2 prolongations au terme d'un match 6 marqué par un engagement total des les Toronto Raptors, ont battu Boston Celtics 125-122. Ainsi, les champions en titre ont obtenu le droit de jouer un match 7 contre Boston. Les coéquipiers de Taco Fall ont raté l'occasion d'une qualification en finale de conférence Est. Côté Ouest, Babacar Fall, Houston Rockets fera face aux Los Angeles Lakers pour le match 4 dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Pour le moment, les Lakers mènent donc 2 victoires à 1 et c'est tout pour cette page des sports. Le journal des sports est présenté par Soda Cham. Merci. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Midi et 32 minutes, le grand journal, voici Coronews, notre rendez-vous sur l'état de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde. À la présentation ce midi, Sorna Natambay. Aux États-Unis, au moment où le virus continue de faire des ravages, le pays apprend que le président Trump a délibérément minimisé la gravité du virus. Bob Woodward, le célèbre journaliste à l'origine du scandale du Watergate, en a fait la révélation. Woodward sort un livre d'entretien avec le président américain qui paraîtra le 15 septembre. Dans l'un des entretiens téléphoniques en février, Trump déclare, je cite, « Le virus, c'est un truc très sérieux, c'est plus mortel que la grippe saisonnière, c'est un truc mortel. » Fin de citation. Alors que quelques heures plus tard, il disait le contraire. Des révélations qui font l'effet d'une bombe alors que les États-Unis sont ce jeudi 10 septembre à près de 6 550 000 cas et plus de 195 000 décès au total. Rien que ces dernières 24 heures, le nombre de morts a dépassé les 1200. L'Inde est le 2e pays le plus touché avec ses quelques 923 000 contaminations et plus de 75 000 décès. Elle dépasse ainsi le Brésil, mais reste quand même le 3e pays le plus endeuillé. Le Coronavirus App classe les pays suivant le nombre de cas positifs. Ainsi, l'Afrique du Sud est le 8e pays sur la liste, plus de 642 000 avec 15 000 morts. L'Espagne, qui vient juste après, enregistre ce jeudi près de 544 000 malades et plus de 29 000 morts, ce qui fait un taux de mortalité de 5,45%. L'Égypte, avec ses 100 000 cas positifs à la Covid-19, est à la 32e place et reste le 2e pays africain avec le plus grand nombre de contaminés. Les personnes décédées du virus ont dépassé les 5500. En France, la ville de Marseille est confrontée à une 2e vague de contamination et devient le principal foyer du virus dans le pays. En une semaine, le nombre de patients en réanimation a doublé. Ces nouveaux cas sont dus en partie à l'afflux important de touristes pendant l'été. Depuis le début de la pandémie en France, 30 794 personnes ont perdu la vie à cause de la Covid-19. Le président du Conseil scientifique français a déclaré qu'il faudrait tout faire pour éviter un reconfinement localisé, estimant que les enjeux ne sont pas que sanitaires, mais aussi sociaux et économiques.
Le Conseil de défense de ce vendredi devrait arbitrer la question du passage de 14 à 7 jours de la durée d'isolement en cas de contamination. Et puis, cette alerte de l'Association du transport aérien. Selon l'IATA, il faudra mobiliser 8000 Boeing 747 cargo pour le transport des futures doses de vaccins dans le monde. Et c'est environ 4 fois le nombre d'appareils cargo en service dans le monde. Le monde a atteint la barre des 900 000 morts hier et plus de 13 000 décès sont recensés ces dernières 24 heures. Le nombre de malades est de 28 128 000. Terminons chez nous avec le dernier bilan du ministère de la Santé. 48 nouveaux cas positifs et pas de décès. Le Sénégal occupe la 85e place en termes de contamination. 890 malades pour 1 million d'habitants. C'était Sornon Atambay, c'était Coro News. Et Georges Déthié pour la revue de presse à la une. Cette polémique autour des inondations. Pluie de critiques contre Macky Sall et son régime. L'opposition charge le gouvernement suite aux inondations et à la sortie du chef de l'État. Ousmane Sonko, par exemple, affirme dans l'Observateur que les inondations traduisent la faillite de l'État. Selon le journal, le leader du PASTEF, qui était hier au chevet des sinistrés, a flétri la gestion étatique du président Sall, dont la sortie, déclare-t-il à la une de Vox Populi, était une farce d'État. Le journal Le Quotidien, lui, met en exergue son propos sur le plan décennal de lutte contre les inondations. Selon Ousmane Sonko, seuls 48 milliards ont été exécutés sur 767. Le journal indique que le leader du PASTEF a réclamé l'audit du dit plan et disqualifié l'Assemblée nationale sur l'ouverture d'une enquête. Le quotidien nous apprend aussi que le PDS exige un audit technique et financier de la gestion des différents projets et programmes de lutte contre les inondations. Le Parti démocratique sénégalais qui compte saisir dans ce sens les députés du groupe Liberté et Démocratie pour un dépôt sur la table du président de l'Assemblée nationale de questions d'actualité adressées aux différents ministres impliqués dans la gestion des inondations afin qu'ils viennent s'expliquer devant la représentation nationale. À la lumière de ces sorties d'opposants au régime, Tribune conclut que les inondations réchauffent le climat politique. Pour Source A, ça chauffe déjà. Source A qui nous apprend par ailleurs que Macky Sall est dans l'attente du rapport du ministère de l'eau et de l'assainissement portant niveau d'exécution du plan décennal de lutte contre les inondations. Ainsi, le journal relève que Serigne Mbaye Thiam a la lourde tâche de fouiller la gestion de ses collègues Oumar Gueye, Mansour Faye et des ex-ministres Pape Diouf et Khadim Diop. Toujours dans le cadre de la lutte contre les inondations, Le Soleil informe que le chef de l'État a demandé hier en Conseil des ministres la réhabilitation du collecteur de Anfan. Macky Sall, un président sous pression, c'est en tous les cas l'avis de l'Observateur. Un président sous la tempête. Le journal souligne que les fortes pluies tombées le week-end dernier ont installé le pays et son chef Macky Sall dans les eaux. Le candidat de Benno Bokk Yakaar qui avait annoncé lors de la campagne présidentielle de 2019 la fin des inondations semble causer un grand tort au président Macky Sall. L'Obs décrypte l'opération com du palais et note que le chef de l'État est confronté à un risque de représailles électorales. Souhaite-t-il un troisième mandat? Le débat fait toujours rage. Mais Ousmane Sonko déclare dans Vox Populi que le moment venu, il y aura pire qu'en 2011. Pour lui, ce sera le combat du peuple et Macky ne doit même pas rêver du troisième mandat. Sonko va d'ailleurs plus loin et déclare que tous ceux qui parlent de troisième mandat méritent la prison. En politique toujours, Sud Quotidien informe que la commission cellulaire du dialogue politique a abordé hier la question relative à la rationalisation du calendrier républicain. Et un accord de principe a été trouvé sur l'organisation des élections présidentielles et législatives à la même année. Toutefois, précise Sud, les pôles de l'opposition et des non-alignés, sans oublier la société civile, sont contre tout report des législatives de 2022 pour un éventuel couplage avec la présidentielle. Pour eux, il faut respecter le calendrier républicain et voir comment mettre en œuvre ce principe de rationalisation du calendrier républicain seulement après la présidentielle prochaine. La commission politique du dialogue national s'est réunie hier et a bouclé la première phase de ses travaux. Et là, ça apprend qu'il y a 23 points d'accord, 2 désaccords et 5 questions en suspens. Et tout ceci sera synthétisé dans un rapport définitif mercredi prochain avant d'être transmis au président de la République. Dans l'As toujours et à la une du journal, le Magal de Touba. Mon confrère fait savoir que cette année, il n'y aura pas de plateau de télévision aux abords de la grande mosquée. Décision rendue publique hier par les responsables du Daïra Mouhadimatul Khidma en charge de la surveillance et la sécurisation de la grande mosquée. Ils ont aussi annoncé le déploiement de 500 personnes pour veiller au respect des mesures barrières tout au long
de l'événement. Les sports pour terminer. Dans ce stade, la Fédération marocaine de football rassure sur la tenue du match Maroc-Sénégal à Rabat. Ce sera au complexe sportif Prince Moulay Abdellah. À ce propos, le secrétaire général de la Fédération marocaine de football confie au journal Record que Maroc-Sénégal est loin d'être compromis. Selon lui, le match aura bien lieu le 9 octobre à Rabat et il n'a jamais été question d'un stage en Europe. Stade et Record parle aussi du transfert de Edouard Mendy à Chelsea. Selon Record, Rennes confirme pour Mendy. Stade indique que Chelsea offre 13 milliards, Rennes en réclame 17. À vos kiosques et bonne lecture. Et maintenant, point de vue à 12h40, 5 minutes avec nos deux interlocuteurs pour le débat du jour qui porte sur ce classement révélé par le journal américain USA Today qui classe donc les pays sur la gestion efficace et transparente de la maladie à coronavirus Covid-19. Le Sénégal, premier en Afrique et deuxième au plan mondial. Avec nous, donc, le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour. Bonjour Babacar. Bonjour également à Seydina Alioune Bouli, spécialiste en gestion des situations de crise sanitaire. Bonjour. Bonjour Babacar. Docteur Mamadou Ndiaye, 10 secondes, comment au ministère de la Santé on a accueilli ce classement qui fait du Sénégal le deuxième pays au monde qui a le plus géré efficacement et de façon transparente l'épidémie de coronavirus? Bon, on l'a accueilli avec satisfaction en se disant d'abord qu'il y a peut-être certains qui s'intéressent à ce que nous faisons, ça c'est un. Deuxièmement également, et que ce que nous faisions également et que nous croyons être sur la bonne voie, nous pensons également que ça nous réconforte qu'il faut aller de l'avant tout en gardant les yeux sur l'objectif. Donc ça veut dire que nous sommes au moins sur une voie qui nous permettra d'aller un peu plus loin. Voici le trio de tête d'ailleurs, le trio de tête de ce classement, Danemark, Sénégal, Nouvelle-Zélande, et le Sénégal qui fait mieux que la France, l'Angleterre et les États-Unis. Seydina Alioune Bouli, votre analyse? Oui, Babacar, tout d'abord, permettez-moi de saluer Dr Ndiaye qui est le co-débatteur aujourd'hui. La première observation de mon point de vue, c'est de saluer la qualité, en effet, de la prise en charge de la riposte de manière générale du Sénégal. Et en particulier sur deux de ces piliers. D'abord, le volet prise en charge clinique, donc avec les professeurs Seydi et tout le protocole sanitaire qui a été concocté et maintenu malgré des critiques, etc. Et d'autre part, d'autres piliers, ça a été un accouchement dans la difficulté, mais l'engagement communautaire, la sensibilisation de manière globale a finalement, tout porte à croire que ça a porté ses fruits. Et nous ne devons pas rougir en fait du respect de trois éléments, trois mesures barrières simples. Enfin, les deux sont simples, lavage des mains, port des masques. Le troisième, c'est le fait d'éviter des rassemblements. Or, il s'avère que tout porte à croire en tout cas que les Sénégalais ont arrêté les baptêmes, les conférences, tout azimut, les grands rassemblements, etc. Donc, tout cela concourt à expliquer peut-être pourquoi on est arrivé à ce stade. Et ça explique peut-être, et ça pour le docteur Mamadou Ndiaye, ça explique cette baisse des contaminations ces derniers jours. Oui, on peut en tout cas y penser. Vous savez, en santé publique, c'est difficile toujours d'attribuer quelque chose, une baisse donnée à un seul facteur. Mais au moins, on peut dire qu'on peut croire qu'il y a une contribution à cette baisse également, bien sûr. Et il ne faut pas lâcher du lest, il ne faut pas baisser les bras. Question, curiosité. Docteur Mamadou Ndiaye, on s'achemine vers des rassemblements religieux, le Magal de Touba, les Gamou. Avec cette tendance baissière, on pourrait penser que les risques deviennent moindres avec ces événements-là, puisque ce sont des rassemblements qui vont accueillir beaucoup de personnes. Il faut toujours savoir que cette épidémie nous a habitués à une chose dans le monde, une baisse et un rebond. Donc il faut faire très attention, notre communication sera axée sur la prudence. Elle nous a habitués, cette pandémie, à des baisses et à des rebonds. Donc nous sommes dans une tendance baissière relative et il faudra donc accentuer encore une fois la sensibilisation sur les mesures barrières,
sur la détection précoce et le recours précoce aux structures de santé pour éviter encore une fois l'effet rebond qui est toujours à redouter dans le cadre de cette épidémie. Merci, Dr Mamadou Ndiaye. Vous ajoutez quoi sur cette dernière question, Seydina Alioune Bouli? Rassemblement religieux à venir, tendance baissière, quel comportement? Et pour tout le monde? C'est simplement d'inviter tous nos compatriotes à observer ce qui se passe ailleurs dans le monde. Nous ne sommes pas isolés, un îlot complètement détaché du reste du monde. La pandémie, la dynamique de la pandémie dans le reste du monde doit nous servir de boussole. Et je suis tout à fait d'avis que le risque de rebond au Sénégal est quasiment de 99% à cause d'événements religieux, effectivement, qui sont à venir. Et il nous faut juste regarder du côté de la France, de l'Espagne actuellement, la dynamique est à la reprise. Et ça, c'est simplement dû au fait qu'ils sont en été. Les nouvelles vagues. Donc, on a compris. Voilà, exactement. Et donc, merci. Faisons très attention, on n'est pas à l'abri. Seydina Alioune Bouli, merci, spécialiste en gestion de situations de crise sanitaire. Nous remercions également le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il est 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Merci à Aliou et Yacine qui étaient à la régie, journal à la coordination Elhadji Ndiogou. Restez avec nous, les programmes continuent. 13h, grand journal en Wolof, Elhadji Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, allô présidence. Président de la République, président du gouvernement, collaborateur de l'organisation de Félix Victor, président de la République, président de la République, mais on ne me demande pas de se situer à la carte de la carte plateau.